effectivement, en cas d'anxiété, c'est vraiment le point de départ. Il y a toujours des choses qui expliquent l'anxiété. Ça ne veut pas dire que ça vient que de là, que des déséquilibres entre minéraux. Mais encore une fois, il faut commencer par là, quoi. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode qui est l'épisode numéro 3 de la biologie du trauma. Dans cet épisode, je reçois pour la deuxième fois sur le podcast Marion de Marion Nutrition. J'ai réinvité Marion pour parler minéraux, métaux lourds et santé mentale. Ouvre grand tes oreilles, tu vas apprendre énormément de choses essentielles dans cet épisode. Bonne écoute. Bienvenue Marion dans cet épisode de Pas de soucis. Je suis ravie de t'avoir à nouveau au micro du podcast. Merci d'avoir réaccepté mon invitation. Avec plaisir Camille, c'est top, je suis ravie que tu me donnes la parole à nouveau et j'ai hâte de voir ce que notre discussion va donner. Sur un sujet tellement important, ce sujet de la santé mentale, on va élargir un petit peu la santé mentale dans cet épisode, on avait beaucoup parlé d'anxiété la dernière fois, on va élargir un petit peu à la santé mentale, mais en même temps on va faire un focus sur les minéraux et les métaux lourds. Alors, il y a plein de personnes qui prennent des compléments alimentaires aujourd'hui, donc on en entend pas mal parler, des minéraux, des vitamines, on sait que c'est important. Est-ce que tu pourrais nous dire, on va rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est un minéral ? Puisqu'on va parler de minéraux et de métaux lourds, c'est bien, je pense que toi t'aimes bien les définitions aussi, qu'on sache ce dont on va parler là pendant l'épisode. Absolument, bah écoute, les minéraux de manière très très générale, déjà ça fait partie de la grande catégorie des micronutriments, au même titre que les vitamines, donc ça fait vraiment partie de la même famille. Donc vitamines, minéraux, c'est vraiment ce qui pèse de rien dans notre assiette, mais qui est pourtant tellement essentiel à notre santé, dans le sens où sans vitamines, sans minéraux, sans micronutriments, rien ne fonctionne. Clairement, on ne peut pas vivre. C'est le carburant de toutes les réactions chimiques qui ont lieu chaque seconde dans chaque cellule de notre corps. Et les réactions chimiques, c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait vivre. Donc, ouais, c'est super important. Les minéraux, au même titre que les vitamines, on appelle tout ça, ces micronutriments, des cofacteurs, dans le sens où, ensemble, en fait, eh bien, ils agissent pour qu'une réaction enzymatique puisse avoir lieu. Donc, de manière générale, c'est ça. Et d'ailleurs, mon métier, c'est d'utiliser justement ces micronutriments pour agir au niveau cellulaire, pour arranger la situation, grosso modo. Et plus spécifiquement, en fait, les minéraux, c'est des formations cristallines, en fait, qui sont générées par un processus naturel géologique. Typiquement, il y en a dans la terre, il y en a dans les roches, il y en a dans la croûte terrestre, il y en a dans l'eau aussi, qu'on boit. Et on dit que les minéraux, finalement, ils sont non organiques dans le sens où ils sont pas produits par des êtres vivants, par des plantes, par des animaux, par les humains. On n'en produit pas, et donc, de fait, comme on en a besoin, il faut qu'on les ingère, qu'on les boive, qu'on les mange, quoi. Donc, c'est ça des minéraux, en gros. Magnifique, et donc c'est un peu notre relation à la nature aussi, ces minéraux, c'est beau, je trouve. Absolument, on boit, on mange de la nature et ça fait qu'on peut vivre. Donc effectivement, on fait partie d'un écosystème, hein, comme on dit toujours, on ne peut pas vivre sans la nature. Ouais. Et c'est tellement important de le rappeler. Tu sais, moi, quand je t'entendais parler, je pensais à loin des yeux, loin du cœur. On les voit pas, les vitamines et les minéraux, et pourtant ils sont tellement importants. Donc je crois qu'on répétera jamais assez à quel point c'est important. C'est clair, et on est bien loin de finalement, tu sais, la philosophie des calories, de compter les calories. Hein. La nutrition, c'est tellement plus que juste le potentiel énergétique des aliments. Finalement, c'est leur densité nutritionnelle, et c'est ça qui est passionnant, quoi. Ouais. Avec voilà, tous ces métiers qui se développent, la nutrithérapie, il y a la naturopathie aussi qui se développe beaucoup depuis plusieurs années. On commence à entendre de plus en plus tous ces termes aussi. Déminéraliser, déminéralisation, reminéralisation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on en arrive à, par exemple, être déminéralisé, donc manquer de tous ces minéraux ? Comment est-ce qu'on en arrive là finalement ? Comment est-ce que ça part en vrille ? Ça part en vrille, ouais, parce qu'effectivement, quand on est déminéralisé, donc quand on a des carences en minéraux,
Rien ne peut marcher de manière optimale dans le corps, puisque sans carburant, que sont les minéraux, ça fonctionne pas, tout simplement. Donc effectivement, c'est un peu la cata, si on veut, les carences, la déminéralisation, et comment on en arrive là. Et malheureusement, on en arrive à peu près tous là aujourd'hui, et bien pour plusieurs raisons. Déjà, malheureusement, la densité nutritionnelle des aliments, aussi naturels, bruts soit-il aujourd'hui, est moindre qu'il y a quelques décennies à peine. Je crois que les carottes ont perdu entre 50 et 75% de leur densité nutritionnelle. Enfin, c'est assez délirant. Donc, effectivement, de ce fait, forcément, on est tous carencés, déjà. Et pourquoi les aliments sont beaucoup moins riches en nutriments? Parce que on a abusé de l'agriculture intensive qui déminéralise les sols, et c'est dans les sols que les plantes puisent leurs minéraux, parce que comme nous, elles ne les produisent pas. Donc, voilà, malheureusement, c'est comme ça qu'on s'est détruit notre santé nous-mêmes. Il y a aussi le fait que on est tous stressés comme des fous. Le stress, ça requiert une utilisation beaucoup plus importante des minéraux et des vitamines qu'en temps normal, quand on est détendu. Donc forcément, on épuise nos stocks beaucoup plus rapidement, et comme le stress ne s'arrête jamais dans nos vies, on est bien embêté. Et puis il y a aussi un certain nombre de médicaments qui participent à générer des carences. Je pense à la pilule contraceptive, rien que ça, mais il y en a plein d'autres. Je pense aussi au fait qu'on a peut-être perdu la notion de l'importance de la nutrition, notamment dans des périodes clés de la vie. Je pense à la grossesse, à l'allaitement. C'est vraiment des processus qui demandent vraiment énormément de nutriments, et on se prépare pas forcément avant, on se reminéralise pas forcément après, on enchaîne sur d'autres enfants, et du coup, petit à petit, on se déminéralise beaucoup. Et voilà, ça donne une petite idée. Il suffit de pas grand-chose finalement pour être déminéralisé. On en arrive là finalement assez rapidement. Voilà, et effectivement, des carences en minéraux, on le disait rapidement, là c'est un peu la catastrophe, parce que ça peut intervenir dans tous les problèmes de santé. Pour parler des hormones qui sont ma spécialité, rien qu'une petite carence, une insuffisance même en magnésium, ça va empêcher le bon métabolisme des hormones, empêcher la synthèse robuste de progestérone, qui est d'ailleurs essentielle à la santé mentale et à éviter d'être trop anxieux. Ça va potentiellement empêcher l'ovulation, ça peut engendrer des soucis de fertilité, ça va réduire la capacité des glandes surrénales à fonctionner en fait de manière optimale, donc ça peut nous laisser fatigués. Bref, ça peut avoir des répercussions assez grandes, et plus la carence est creusée, plus on va le ressentir d'un point de vue symptomatique. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Ah, si t'es stressé chroniquement, tu manges ton magnésium. Donc c'est pas une légende, c'est vraiment ça. Ouais. Complètement. Si vous êtes stressé chroniquement, clairement le magnésium c'est votre meilleur ami. Ouais, c'est pas facile ce sujet-là, parce qu'on parle que de l'invisible en fait. Les minéraux sont invisibles, c'est tous ces petits facteurs de stress chronique, c'est notre mode de vie. Les aliments, moi je vois une carotte, mais je vois pas qu'il y a 60 à 75% de moins de nutriments dedans, donc c'est vraiment tellement important de le rappeler. C'est clair. Dans ta pratique, la nutrithérapie, comment tu analyses les taux de minéraux? Donc une personne vient à toi, comment tu fais le point? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'utilise pas de prise de sang. Déjà, n'étant pas médecin, moi j'en prescris pas, mais c'est vrai que le réflexe quand on va chez son médecin et qu'on veut savoir où on en est, c'est une prise de sang. Sauf que dans une prise de sang, les problèmes de minéraux, c'est invisible aussi finalement. Là aussi, il n'y a pas que dans la carotte, si tu veux. Dans le sang, on voit pas forcément les problèmes, et c'est pour ça que moi j'ai plus utilisé en parallèle des prises de sang avec laquelle la cliente vient de me voir, parce que c'est toujours intéressant, mais je vais plus utiliser un test de cheveux qu'on appelle le HTMA pour Hair Tissue Mineral Analysis. Donc c'est une analyse de la teneur nutritionnelle des cheveux, qui sont des cellules, la teneur en minéraux et en métaux lourds plus spécifiquement, et ce qui est une analyse beaucoup plus pertinente qu'une prise de sang. Alors pourquoi je dis que c'est plus pertinent qu'une prise de sang? Pour plusieurs raisons. Déjà, la prise de sang, c'est finalement qu'un petit snapshot à un instant T de ce qu'il y a dans le sang. Or, ce que le sang contient peut changer d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, et la plupart du temps, le sang, en fait, il se débrouille pour avoir une teneur constante en tout ce qu'il y a dans le sang. Le sang, c'est un liquide homéostatique. En fait, il cherche l'équilibre. Donc, quand il y a trop ou pas assez, typiquement, s'il n'y a pas assez de calcium dans le sang, il va casser de l'os pour avoir du calcium, pour qu'il y ait plus de calcium dans le sang. Donc, finalement, on fait une prise de sang, on se dit « j'ai suffisamment de calcium », alors que ça se trouve, nos os sont en mauvaise santé. Donc, c'est dans ce sens que je dis que c'est un peu invisible, les déséquilibres entre minéraux, en tout cas, dans une prise de sang. Et puis, le sang, c'est pas forcément représentatif de notre santé pour une autre raison.
le sang, ce n'est qu'un véhicule, en fait, à faire voyager les minéraux, les vitamines dans le corps, et à les amener vers les cellules. Et finalement, tant que les minéraux ne sont pas dans la cellule, ils ne servent à rien. Et souvent, on a tout ce qu'il faut dans le sang, mais ça ne rentre pas bien dans les cellules. Donc on pense que tout va bien, mais on passe totalement à côté d'une carence cellulaire, pour cette raison-là. Sauf que la santé, ça se passe dans la cellule, ça se passe pas dans le sang. Et puis le sang, ça contient, je crois, 1 seul % du magnésium corporel, 1 seul % du calcium corporel, donc finalement, c'est pas ultra significatif quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est pour ça que l'analyse de cheveux est particulièrement intéressante, parce que ce sont des cellules. Donc la santé se passant dans la cellule, c'est ça qu'on veut voir. Et puis dans les cheveux, tu vois, on va voir ce qui se passait d'un point de vue densité nutritionnelle cellulaire dans les 3 à 4 mois qui précèdent la coupe de la mèche. Donc c'est vraiment une vision beaucoup plus long terme que simplement un snapshot via prise de sang. Donc voilà le genre de test que je vais utiliser pour estimer la densité nutritionnelle. Ok, donc c'est un panorama bien plus complet finalement de ce qui se passe. Ok. Et plus précis, quoi. Moi, je me fais suivre par toi, je peux le dire, dans le grand public. Et ne vous inquiétez pas, on prend pas beaucoup de cheveux. Je tenais à le dire pour les personnes qui voudront faire le test. Pas d'inquiétude, moi je sais que j'étais très inquiète. Et ça marche aussi pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Donc absolument. C'est important, je pense, comme détail pratique. Il y a des minéraux qu'on trouve en grande quantité dans l'organisme et il y en a d'autres qu'on trouve ou qu'on doit trouver, qu'on doit avoir à l'état de trace. Ça m'a toujours fasciné un peu ce mot de trace, ça paraît tellement microscopique, mais c'est quand même important. Tu peux nous expliquer cette différence déjà, lesquels est-ce qu'on devrait avoir plutôt en grande quantité, lesquels à l'état de trace et puis peut-être pourquoi ? Ouais, alors les minéraux dont on a besoin en grande quantité, ça va être le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. C'est vraiment les 4 minéraux les plus fondamentaux, dans le sens où c'est ceux qui sont le plus nombreux dans notre organisme et ceux qui servent au plus de choses. Donc c'est pour ça qu'on dit que voilà, c'est le plus important, ou c'est des minéraux primaires. Et puis il y a des minéraux effectivement qu'on trouve à l'état de trace, ce qui veut dire qu'on en a besoin en toute petite quantité, mais c'est pas parce qu'on en a besoin en toute petite quantité qu'on n'a jamais de carence ou qu'il n'y a jamais de déséquilibre, hein. Bien au contraire. Et même s'ils sont là en petite quantité, ils servent à plein de choses, hein. Rien n'est un hasard dans le corps, donc il y a forcément une utilité à ce qu'ils soient là. Et ces minéraux qu'on trouve à l'état de trace, ça va être le manganèse, ça va être le molybdène, ça va être le chrome, le cuivre, le zinc, certains minéraux qu'on connaît bien, d'autres minéraux dont on n'a peut-être jamais entendu parler, mais qui existent et qui sont vraiment très très importants, hein. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas important, ça c'est fondamental de le dire. Il y a une étude que j'ai trouvée, je faisais quelques recherches avant notre conversation, et toute récente, une étude de 2023 sur justement les minéraux à l'état de trace. Donc je crois que dans l'étude, ils ont testé zinc, cuivre, fer et sélénium, si je me trompe pas, sur le lien entre ces minéraux à l'état de trace et l'anxiété. Et je voulais juste lire 3 lignes de la conclusion de l'étude, parce que je trouvais ça très intéressant, puis te poser une petite question. Et la conclusion de l'étude, elle disait « Bien qu'il existe des preuves qu'une carence en cuivre puisse être corrélée à l'anxiété, il y a plus de preuves qui suggèrent que la surcharge en cuivre a une plus grande influence sur le développement de l'anxiété. » Donc, ça nous dit que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon, il faut que ce soit à l'équilibre finalement. Donc on comprend ça. C'est comme pour les hormones, finalement, les minéraux, ils doivent être à l'équilibre aussi entre eux en quantité. Est-ce que tu peux nous parler justement de ça, de ce qu'on appelle les ratios ? Un minéral par rapport à un autre dans le corps. Ouais, peut-être qu'on amène un peu plus de complexité là. Mais... Oui, parce que rien n'est aussi simple que... la simplicité n'existe pas dans le corps. Si c'était aussi simple que, tiens, j'ai une carence, hop, je prends un complément et c'est réglé, mon métier n'existerait pas, clairement. Donc effectivement, au-delà de... on veut le juste milieu, comme pour tout, comme les hormones, comme tu dis. Il faut ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut. Et alors, non seulement ni trop, ni pas assez en soi, c'est-à-dire pas de carence, pas d'excès, mais aussi effectivement par rapport à d'autres micronutriments. Rien ne fonctionne de manière indépendante dans le corps, tout fonctionne en synergie, et la synergie entre micronutriments, elle est bien réelle. Les nutriments, ils fonctionnent en équipe, en amis et en ennemis aussi. Il y a des nutriments qui s'entendent pas très bien. Donc il y a des minéraux synergistiques, c'est-à-dire qu'ils s'optimisent les uns les autres, ils facilitent leur utilisation mutuelle. Il y a des minéraux antagonistes, donc ennemis, c'est-à-dire que ils vont se mettre des bâtons dans les roues, ils vont empêcher l'utilisation de l'autre. Et du coup, c'est très intéressant de faire un petit peu la synthèse de tous ces minéraux entre eux. Et sur le fameux test de cheveux que j'utilise, on va voir
typiquement quelques ratios particulièrement intéressants entre minéraux antagonistes. Et ça peut nous donner une idée même de ce qui va se passer au niveau des glandes surrénales, de la glycémie, de l'entrée des hormones thyroïdiennes dans les cellules, de plein de choses qui sont finalement très concrètes. Vraiment, on part du côté micro avec les micronutriments et ces ratios pour élargir à ce qui se passe de manière symptomatique. Donc, ouais, les ratios, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment ultra intéressant et même je vais y prêter peut-être un petit peu plus grande attention que juste les carences ou pas carences, quoi. Donc, pour être en santé optimale, il faut avoir des ratios équilibrés. Alors déjà, ne pas avoir de carence, c'est assez compliqué comme ça. Je crois que j'ai jamais vu un test de cheveux sans carence. Mais alors, forcément, les ratios, ça découle aussi des carences et c'est jamais tout bien comme il faut. Et heureusement, parce que si on fait un test parce qu'on se sent pas en pleine santé, on veut voir des choses qui vont pas. Donc, au moins, on est sûr que sur le HTML, il y a des trucs qui vont pas, donc c'est un bon point de départ. Et puis, les minéraux entre eux, effectivement, ça a des interactions, mais il y a les minéraux avec les vitamines. Les vitamines, c'est aussi des micronutriments, et même si c'est typiquement pas quelque chose qu'on voit sur le fameux test de cheveux, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Il n'est pas question d'analyser uniquement les minéraux seuls. Typiquement, pour prendre un exemple, le fer, ça ne peut pas être utilisé sans cuivre biodisponible, donc utilisable, et sans vitamine A. Donc souvent on se dit sur une prise de sang, j'ai pas assez de ferritine, donc ça veut dire que j'ai pas assez de fer, donc je prends un complément de fer. En réalité, c'est tellement plus complexe que ça, et il faut vraiment aller beaucoup plus en profondeur pour être déjà sûr qu'il y a une vraie carence en fer, ce qui en fait à mon sens est beaucoup plus rare qu'on ne le pense, et ensuite il faut penser aux autres micronutriments. Et après la question du cuivre, elle est extrêmement complexe, et effectivement ça peut jouer un grand rôle dans l'anxiété, mais en gros il arrive souvent qu'on l'accumule dans le corps, sauf que sans présence de nutriments synergistiques, l'utilisation du cuivre ne peut pas se passer, et du coup on développe des symptômes de carence en cuivre alors qu'il y en a trop. Et du coup cette étude à laquelle tu faisais référence qui dit carence en cuivre, excès de cuivre, il semblerait que les deux jouent un rôle. Parfois en fait c'est parce qu'on a trop de cuivre qu'on a des symptômes de carence en cuivre. Donc encore une fois, c'est extrêmement complexe et absolument passionnant. Et il y a du boulot en nutrition. On va y revenir. On va y revenir. Juste sur ce point-là des minéraux antagonistes, est-ce que ça veut nécessairement dire, ça c'est une curiosité personnelle, plus je te pose la question, est-ce que ça veut nécessairement dire que s'il y a deux minéraux antagonistes, il y en a trop de l'un, il y en a forcément pas assez de l'autre ? Absolument. Ok. Absolument. Je voulais parler rapidement de l'appareil digestif. J'imagine que l'absorption des minéraux, elle est en lien avec la santé de l'appareil digestif, dans le sens où, est-ce qu'une personne, ma question c'est une personne qui a des intestins en mauvais état, où on parle beaucoup de cette perméabilité intestinale, selon toi, est-ce qu'il faut s'occuper de réparer l'intestin d'abord et ça sert à rien d'aller amener des minéraux parce que finalement l'intestin les absorbera pas correctement? Ou on peut faire les deux en même temps? Qu'est-ce que tu dis sur ce sujet-là, toi? Qu'est-ce qu'il faut prendre en premier? Par quel bout est-ce que tu tires la pelote de laine? Alors déjà on absorbe toujours quelque chose dans une certaine mesure parce que sinon on serait pas en vie, même quand on a une absorption non optimale. Donc ça c'est un peu le petit point d'espoir. Donc on peut déjà agir au niveau nutritionnel même si on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau digestif. Néanmoins t'as raison, c'est bien beau d'identifier des insuffisances et des carences, mais dans le cas où on n'absorbe pas grand chose, ça réglera pas le problème de même ingérer des compléments alimentaires ultra pertinents pour notre situation personnelle. Donc effectivement, les carences, souvent, c'est un problème d'apport d'une part et d'absorption aussi surtout. Après, les problèmes d'absorption, ça peut avoir des multiples causes différentes, ça peut être à des endroits différents des intestins. Donc ça, quand on fait seulement un test de cheveux, on est un petit peu dans l'ombre. Typiquement, est-ce que c'est un problème d'insuffisance d'acide gastrique lui-même, peut-être un problème survenant de carence en zinc, en vitamine B1. Alors dans ce cas-là, on ne sait pas trop par quel bout prendre le problème, parce que si on prend du zinc, de la vitamine B1 et qu'on ne l'absorbe pas, on ne va pas avoir d'acide gastrique, donc c'est compliqué. Ça peut venir d'un problème de thyroïde aussi, ça peut être une insuffisance de bile, ce liquide qu'on produit au niveau du foie et qui permet d'émulsifier les gras, d'absorber plein de choses. Ça peut être une insuffisance d'enzymes pancréatiques qui elle-même proviendrait peut-être d'une insuffisance d'acide gastrique. Ça peut être un problème de microbiote, mais alors à quel endroit du microbiote, quel microbe, quel micro-organisme, à quel point. Ça peut être un problème aussi de relation antagonistique entre minéraux, mais dans le système digestif, parce qu'il y en a qui se font la compétition pour être absorbés, parce qu'ils utilisent les mêmes canaux d'absorption. Donc quand il y a trop de l'un, l'autre ne va pas du tout être absorbé, même s'il est bien présent dans l'alimentation. Donc effectivement, c'est tout un autre champ
d'études à explorer pour essayer de make the most of les minéraux qu'on essaye de réguler, si tu veux. Donc clairement, ça va main dans la main. Moi, je dis toujours, les minéraux, c'est la base de la santé, mais l'absorption, du coup, c'est la base de la santé aussi, parce que sinon, on va pas très loin. Donc c'est toujours quelque chose que j'essaye de faire en même temps, et même si j'ai pas forcément d'informations sur ce qui se passe dans le système digestif, il y a toujours des choses de base à faire, et puis parfois on teste, ça marche pas, on essaye d'autres choses, voilà. Mais il faut toujours faire les deux en même temps, et déjà, j'aimerais commencer par le fait qu'il faut bien mâcher ce qu'on mange, parce que sinon on n'absorbe pas grand chose. Parfois c'est aussi simple que ça, donc voilà, mâcher. Ouais, pas une simple tâche. Moi j'y travaille depuis que j'ai commencé avec toi. On se le rappelle vraiment à chaque repas avec mon mari, mais c'est pas facile ça, et c'est tellement basique. C'est clair. Et parfois, ça peut suffire à soulager mais des problèmes digestifs handicapants, quoi. Parce que les enzymes dans notre bouche, elles font le taf d'absorber déjà pas mal de petites choses. Et quand on mâche, le cerveau il dit « Ah tiens, on est en train de manger », donc on va signaler à l'estomac de produire de l'acide gastrique et tout se passe mieux finalement, beaucoup moins de ballonnement, beaucoup moins de problèmes de transit. Donc c'est dommage de pas commencer par là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir qui veulent tout de suite des compléments hyper pointus, etc. Mais en fait, faut commencer par le commencement et parfois ça nous évite de dépenser beaucoup de sous dans des compléments alimentaires. Tu as évoqué rapidement les métaux lourds. Je voulais en parler un petit peu de ces métaux lourds. On a dit ce qu'étaient les minéraux. Maintenant, qu'est-ce que c'est les métaux lourds ? Est-ce qu'on doit en avoir un peu, pas du tout dans l'organisme ? Comment c'est ? Alors, les métaux lourds, vaste sujet qui est relié aux minéraux, dans le sens où les métaux lourds, c'est des minéraux, en quelque sorte, mais qui n'ont pas de fonction dans le corps. Au contraire, ils sont connus pour avoir des actions néfastes. Donc on pourrait dire que les métaux lourds, c'est un peu des minéraux toxiques. Je pense au mercure, à l'arsenic, au plomb, au cadmium. Il y en a plein d'autres, l'uranium, etc. Et alors, j'ai envie de dire... ils ne servent à rien. Vraiment, si on n'en avait pas, je pense, en tout cas en état de mes connaissances actuelles, que il n'y aurait pas de problème. Néanmoins, on en a tous, parce que depuis la révolution industrielle, on a fait un petit peu voler dans l'air plein de métaux lourds. On y est exposé aujourd'hui par de très très nombreux biais. Donc on en a tous à l'intérieur de nous, on est tous dans le même bateau. Il y a même les bébés naissent avec, parce que on refile un petit peu de nos métaux lourds à notre bébé. Ça fait partie du jeu, on lui refile aussi d'autres toxines. Et on est quand même en vie, donc j'ai envie de dire, ne dramatisons pas la situation. Mais bon, effectivement, ça peut intervenir dans des problèmes de santé, malheureusement, par des biais complexes. Mais en gros, l'idée, c'est que les métaux lourds étant essentiellement une catégorie de minéraux, ils vont forcément interagir entre eux. Typiquement, en cas de carence nutritionnelle, un minéral donné, parce qu'il ressemble structurellement, chimiquement au minéral en question, peut prendre sa place. Sauf que le métal lourd n'a pas les mêmes propriétés que le minéral, et du coup, ça peut créer des petits ou des gros soucis. Moi, j'aime beaucoup comparer ce que je viens de raconter là, aux mécanismes via lesquels les perturbateurs endocriniens nous causent des problèmes. Les perturbateurs endocriniens, c'est ces substances qui modulent nos hormones. Typiquement, le plastique, c'est un perturbateur endocrinien qui ressemble tellement à notre estrogène naturel, qui peut aller prendre la place de notre estrogène sur les récepteurs de nos cellules, et ne pas agir comme notre estrogène. Ça va vraiment perturber notre activité estrogénique et potentiellement rentrer en jeu dans plein de soucis hormonaux, entre autres. Eh bien, les métaux lourds, c'est pareil. Ça va vraiment être utilisé à la place d'un minéral et causer des problèmes. Pour donner quelques exemples, je crois que l'arsenic, ça peut être utilisé par le corps en cas de carence en sélénium. Le cadmium, ça peut être utilisé en cas de carence en zinc, par exemple. Et forcément, ça ne va pas avoir la même action que le zinc, que le sélénium, etc. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ok, donc c'est comme si on avait des serrures dans l'organisme. C'est la bonne clé, c'est la même forme de clé, mais c'est pas fait du même minéral, quoi. C'est exactement ça. Ok. Donc tu as un peu répondu déjà, quelle est leur relation minéraux, comment est-ce qu'ils perturbent l'équilibre, on en a parlé. Et maintenant, c'est quoi les symptômes ? S'il y a ça qui se passe, justement, qu'il y a ces métaux lourds et qui viennent interagir avec les minéraux et du coup nos fonctions corporelles, c'est quoi les symptômes d'une intoxication aux métaux lourds ? Et ça peut venir d'où ? Parce qu'on a bien compris, on a tous et toutes des métaux lourds dans l'organisme. Après, si il y a des personnes qui ont des symptômes dont d'autres moins ou d'autres non,
qu'est-ce qui peut faire la différence finalement? Ouais. Ben, ça va pas être une réponse super satisfaisante parce que les symptômes, en fait, ils peuvent être multiples et des pieds à la tête. Donc ça rend d'autant plus difficile le fait d'identifier effectivement que c'est les métaux lourds le problème. Typiquement, même un seul métal lourd en soi peut générer des symptômes très divers, comme des symptômes pour l'uranium par exemple, des symptômes respiratoires, des symptômes rénaux, des soucis digestifs, des soucis de reproduction, de fertilité, d'immunité. Donc bon, c'est quand même vachement compliqué de savoir que c'est l'uranium qui est en cause. Et plus largement, pour te donner une idée, des symptômes l'éventail des symptômes qui peuvent être causés par les métaux lourds, ça peut être des symptômes neurologiques, ça peut être des problèmes au niveau du système nerveux, ça peut être des problèmes de fatigue chronique, des soucis d'appétit, de régulation de la glycémie. Tu vois, par exemple, je pense au cadmium qui peut intervenir dans le diabète, parce qu'il va avoir tendance à augmenter le sucre dans le sang et à réduire l'efficacité de l'insuline qui justement régule le sucre dans le sang. Ça peut être des soucis cardiovasculaires, ça peut être des calculs rénaux, ça peut être de l'ostéoporose, même de l'anxiété, des maladies neurodégénératives par exemple. Donc finalement c'est un peu compliqué de savoir que c'est ça qui est en jeu. Et puis, c'est d'autant plus compliqué que on ne sait pas trop quand on s'expose aux métaux lourds parce que ça peut venir de tellement de sources différentes et forcément, on ne va pas faire exprès de s'exposer aux métaux lourds. La source peut-être la plus évidente sur laquelle agir, en tout cas, ça va être les gros poissons parce qu'on sait que les océans, malheureusement, sont très pollués et que plus un poisson est gros, plus il a tendance à accumuler les métaux lourds qui sont en fait dans les petits poissons qui constituent en fait son alimentation. Donc, voilà, le thon, l'espadon, ce genre de gros poissons, vaut mieux pas trop en manger voilà, très régulièrement, justement pour ça. Mais après, ça peut être l'exposition à certains pesticides, certains engrais, ça peut être la plomberie qui amène l'eau de la douche, ça peut être vivre à côté d'une usine qui trie des déchets, ou vivre dans une ancienne zone de guerre, ou vivre simplement dans une zone géographique où en fait la géologie fait qu'il y a je sais pas, une roche particulièrement riche en tel minéral et du coup avec l'extraction de clairières, du coup on peut être exposé. Ça peut être la fumée de cigarette, ça peut être la combustion de charbon, ça peut être des colorants, parfois on en trouve dans des colorations capillaires alors que forcément la compagnie ne fait pas exprès d'en mettre dedans, mais du coup maintenant il y en a un petit peu partout malheureusement, donc c'est même pas facile d'agir dessus, même si on a identifié que c'était ça le problème. Donc bon, moi j'envoie toujours des petites listes de sources fréquentes d'exposition à tel ou tel métal lourd, mais souvent en fait elles me disent effectivement à part l'eau du robinet que je ne filtre pas encore, bon y a rien qui me met la puce à l'oreille parce que y a rien. Donc c'est extrêmement complexe comme sujet et ça reste un petit peu flou de ce fait. Mais bon, déjà, si on peut commencer par éviter de manger du thon 3 fois par jour, c'est un bon début. C'est un bon début. Et c'est vrai que ça peut être très difficile à vivre. Moi, je l'ai vécu, pas personnellement, mais mon mari, à la maison. Et c'est quelque chose qui est venu vraiment graduellement. Et on s'est rendu compte que c'était les plombages dans les dents in fine. Des plombages, pas les plombages modernes qu'on fait maintenant, les plombages vraiment de plomb. À l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Et c'était des symptômes inexplicables, complètement inexplicables. D'un coup, il mangeait, il avait des vertiges après chaque repas et on n'arrivait pas à faire le lien avec quels aliments, tu vois, parce qu'on mangeait toujours quelque chose de différent. Après, il perdait l'appétit, il a commencé à avoir des crises de panique, peur d'aller au supermarché, enfin des trucs vraiment, tu vois, de la fatigue chronique, genre à être allongé sur le canapé toute la journée, enfin vraiment, et tu vois, des trucs super handicapants. Et où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et en fait, lui, c'était un plombage qui avait bougé dans une dent. Et un jour, au repas, il y a carrément un bout de plombage qui était là dans la petite cuillère. Et là, on s'est dit, ok. Et on a compris. Ah ouais. Et moi, j'étais en train de lire le livre de Ultramind Solution de Mark Hyman, qui parle beaucoup, lui, qui a été intoxiqué aux métaux lourds et tout. Et je lisais le livre et je lui disais, je suis sûre que c'est ça, va voir, je suis sûre que c'est ça. Et mais effectivement, il a été 3 fois chez le médecin qui a voulu le mettre sous antidépresseur et lui disait, mais je vous dis que c'est pas ça. Et il a fini par aller trouver une naturopathe qui analysait les cheveux, mais ça fait déjà 2-3 ans. Et effectivement, il y avait plusieurs métaux lourds qui étaient genre to the roof, quoi. Wow. Mais c'était un signe, oui, ce petit morceau de plombage tombe au bon moment. Ouais. Mais du coup, je raconte cette histoire parce que je pense qu'il y a des personnes, peut-être, tu vois, à qui ça peut mettre la puce à l'oreille, parce que c'est vraiment... Ouais, tu te demandes vraiment qu'est-ce qui m'arrive, quoi.
Qu'est-ce qui m'arrive? C'est clair. On peut même à un moment croire qu'on est complètement fou, parce que Complètement. personne nous comprend, personne nous dit non, c'est pas ça. Ouais. Et effectivement, les matériaux dentaires, même plus récents, ça peut être dense en certains métaux lourds, malheureusement. Donc, même comment on dit ça, les implants médicaux, les prothèses, etc. Bon, voilà. Je sais que mon frère, là, il vient de se faire opérer de la cheville. Et bah, il a pas mal de petites vis dans la cheville. Je me dis, oh là là, zut. Mais bon, bah voilà. On peut pas forcément avoir le contrôle sur tout. Mais en tout cas, si c'est des plombages, effectivement, ça fait partie aussi des premières choses sur lesquelles agir, quoi. Et d'où ma prochaine question, parce que lui, il a fait l'erreur, du coup, mon mari, de faire les choses trop vite à ce moment-là, et ça a été encore pire, à un moment, les symptômes. Donc, il faut y aller doucement, j'imagine, quand on veut se débarrasser gentiment de ces métaux lourds dans l'organisme. Finalement, c'est quoi le processus? Alors, peut-être pas en détail, parce que j'imagine que c'est très personnel aussi et qu'il faut personnaliser, mais on parle beaucoup de ces protocoles de détox des métaux lourds. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Et qu'est-ce qui est conseillé? J'imagine y aller doucement. C'est clair. Alors moi, je suis assez catégorique là-dessus. Le premier conseil, c'est de absolument pas se lancer là-dedans tout seul. Déjà, ça peut être très dangereux en fait. Et il ne faut pas se lancer là-dedans si notre corps n'a pas les capacités à le supporter, si notre corps n'est pas prêt à faire ça. Parce qu'en fait, ça se trouve, votre corps, il a plein d'autres priorités et du coup, il ne faut surtout pas commencer par ça. Comme pour toute détox, j'ai envie de dire, alors comme pour toute détox lourde, de détox de micro-organismes, de parasites, de certaines toxines, je ne parle pas de la détox juste passage au printemps, petit jus et jeûne, c'est vraiment, je parle de grosse détox, ça peut être violent et ça peut se manifester par des symptômes d'exacerbation qu'on appelle des Herx reactions, des réactions de Herxheimer, H-E-R-X, qui peuvent aller de la simple fatigue, du simple, entre guillemets, maux de tête, à, je sais pas, des douleurs articulaires handicapantes ou carrément des pensées noires, on a envie de se suicider. Donc, franchement, warning, on ne fait pas ça tout seul et au mauvais moment. Et alors, pour comprendre un petit peu comment ça peut causer ce genre de symptômes, l'idée, quand on fait l'idée de la détox de métaux lourds, c'est d'aller chercher les métaux lourds là où ils se logent. Parce que, je disais tout à l'heure, le sang, quand il y a des métaux lourds dedans, parce que, je sais pas, on vient de manger du thon et du mercure, quand il se retrouve avec plein de mercure dans lui, dans le sang, il n'a qu'une envie, c'est de rejeter le mercure, d'aller le ranger là où il peut, d'aller le dégager. Et souvent, ça atterrit dans le foie, ça atterrit dans le cerveau. Donc souvent, les métaux lourds, ils sont bien rangés, bien gagés. Donc il faut aller les déloger de leur zone de cachette, en fait, les faire circuler dans le sang. Donc tout d'un coup, on se retrouve avec un énorme shot de métaux lourds en circulation. Et c'est ça qui provoque les symptômes. Et alors, si en plus, ça sort pas effectivement via les selles, via les cheveux, etc., parce que ces canaux d'excrétion sont bloqués, ça ne sort jamais, et on leur a juste fait faire un tour de manège dans le sang pour le fun, et du coup on se retrouve, ça ne marche pas, déjà c'est tout ça pour rien, et vraiment ça peut être très 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 difficile à gérer, ça peut durer des semaines, c'est pas juste un jour dans le mal, ça peut être vraiment des semaines et des semaines. Voilà, donc quand je dis que le corps peut ne pas être prêt, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, une détox métaux lourds, c'est no-go, c'est non, quand effectivement nos canaux d'excrétion sont fermés. Si on va pas à la selle minimum une fois par jour, ça sert à rien, parce que ça va pas sortir, déjà. C'est aussi un no-go quand en fait on a des carences nutritionnelles trop importantes, parce que les minéraux étant notre fuel pour toutes nos cellules, effectivement, si on n'en a pas assez, notre corps va pas du tout être résilient, il va pas du tout supporter tout ça. Et enfin, si on est en essai bébé, enceinte ou allaitante, il ne faut absolument pas se lancer là-dedans. Que ce soit détox métaux lourds, détox de parasites, détox de quoi que ce soit. Parce que, en fait, c'est beaucoup mieux pour notre bébé que les métaux lourds soient bien rangés et qu'ils ne soient pas en circulation. Parce que, alors bien sûr, dans une certaine mesure, il y a toujours un petit peu de métaux lourds qui passent et qu'on leur refile malheureusement, mais on va éviter que le bébé s'en prenne en pleine figure une bonne tonne parce que ça circule, on les a fait bouger. Donc vraiment, si on est dans ce genre de situation, faut même pas y penser. Voilà, donc très important, big warning, mais ceci dit, effectivement, quand on a surtout des soucis inexpliqués, comme tu parlais de ton conjoint, clairement, ça vaut le coup d'explorer ce genre de sujet, même si c'est encore trop peu connu et trop peu pris en charge. Ouais, en se faisant accompagner, mais pas juste aller acheter une bouteille de zéolite et avaler ça et le faire c'est tout clair. seul, quoi.
fait de vous accompagner. Ok. Revenons à la santé mentale, un peu plus précisément ici, à l'anxiété, ou même, mais je vais élargir un petit peu, même quelqu'un qui est souvent déprimé, ou voilà, qui dit, moi, ma santé mentale est pas en super bon état. Quels minéraux on devrait regarder en priorité? Est-ce qu'il y a des minéraux qu'on devrait regarder en priorité, ou tu dis, voilà, il faut faire tout le panel, sinon on peut pas avoir grand-chose? C'est bien d'avoir tous les minéraux ensemble parce qu'encore une fois, ils fonctionnent tous en synergie, mais s'il y a bien des minéraux qui sont toujours dérégulés de manière souvent assez massive quand la personne souffre d'anxiété ou de problèmes de santé mentale plus largement, ça va être en premier le magnésium. On parlait tout à l'heure du stress et du magnésium, mais le magnésium c'est essentiel au-delà de la gestion du stress à tout ce qui concerne le système nerveux et donc la santé mentale. Et non seulement on va regarder s'il y a suffisamment de magnésium ou pas, mais on va regarder justement, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir tout le panel, s'il est bien utilisé au niveau cellulaire. Parce que c'est courant quand on ait suffisamment du magnésium. Il y a beaucoup de gens qui se supplémentent au magnésium aujourd'hui, donc voilà, en général on est bien lotis. Mais s'il n'y a pas suffisamment de potassium, de bore, de vitamine B6, le magnésium il a beau être là, il sert à rien. Et du coup, on le met à la poubelle sans l'avoir utilisé. Et dans ce cas-là, même si on a suffisamment de magnésium, on peut souffrir de symptômes de santé mentale. Donc le magnésium, c'est peut-être le numéro 1, j'ai envie de dire, c'est la priorité absolue. Et ensuite, un minéral qui est déréglé chez tout le monde qui a des problèmes de santé mentale, c'est le calcium. Le calcium, on a l'impression de tous en manquer parce que voilà, on a entendu que il fallait manger des produits laitiers parce que sinon on allait tous être en carence de calcium, etc., etc. En réalité, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est qu'on ait tout le calcium qu'il faut, c'est pas du tout un problème, mais qu'il ne soit pas là où il doit être. Le calcium, il est censé être à 1% dans le sang, et à 99% dans les os. Et en fait, c'est ultra fréquent qu'il soit pas dans les os, parce qu'on manque de nutriments qui sont essentiels justement pour garder le calcium dans les os. Et ces nutriments, ça va être le magnésium, ça va être le potassium, ça va être le bore, des minéraux que j'ai déjà cités finalement, qui sont un peu multifonctions. Et comme le magnésium, en manquant de potassium, on ne peut pas l'utiliser, le magnésium, il est bon à rien pour garder le calcium dans les os. Le calcium se barre, il va un petit peu là où il veut, n'importe où, potentiellement dans les cheveux. Et dans ces cas-là, on voit beaucoup trop de calcium dans les cheveux. C'est pas parce qu'on a trop de calcium, c'est parce qu'il n'est pas au bon endroit. Et du coup, le calcium, il peut contribuer à peu près tout ce qui peut mal aller au niveau de la santé mentale. Ça peut être l'anxiété, l'irritabilité, la colère, mais ça peut être se sentir déconnecté de la réalité, se sentir ne pas avoir de drive, être apathique, se sentir complètement détaché émotionnellement, détaché de la réalité, tomber en dépression, le fameux brain fog, le brouillard cérébral, ne pas penser clair, la confusion, ça peut être tout ça à la fois. Donc ça, c'est pour le calcium. Et il y a aussi le fameux cuivre que tu évoquais tout à l'heure, qui est super important pour tout ce qui concerne la santé mentale. Le cuivre, quand il s'accumule, et c'est très fréquent qu'on l'accumule en excès, il va souvent se loger, notamment dans le cerveau. Et par ce biais, contribuer à tout ce que j'ai cité, dépression, apathie, ça peut être la bipolarité, de la schizophrénie, ça peut être des TOC, des pensées négatives, la paranoïa, l'agressivité, le TDAH, et contribuer aussi au syndrome prémenstruel qui souvent est caractérisé par des difficultés de santé mentale avant les règles. En fait, le cuivre, quand on l'accumule, il a tendance à perturber les hormones, notamment l'estrogène, qui a tendance à s'accumuler lui aussi. Et quand il y a trop d'estrogène, souvent, ça peut jouer dans le fameux SPM. Voilà. Et puis le cuivre en excès, ça a tendance à faire chuter le magnésium aussi. Et comme le magnésium est si important pour la santé mentale, c'est un peu un cercle vicieux. Donc s'il y a 3 minéraux sur lesquels se concentrer en cas de santé mentale, c'est magnésium, calcium et cuivre. Je suis en train de digérer tout ce que tu dis. Hyper intéressant et hyper important. J'hésite à te poser la question d'approfondir le ratio cuivre-zinc parce que j'ai peur que les personnes qui écoutent, elles ne retiennent plus rien. Mais peut-être tu peux en dire un mot. Réécoutez sinon l'épisode. Ouais, ma question c'était, j'ai trouvé une étude de 2011, un peu plus ancienne cette fois, qui montrait chez les personnes qui ont de l'anxiété, j'ai ciblé un peu ça, qui montrait que ces personnes, elles avaient tendance à avoir moins de zinc et plus de cuivre. Donc du coup, cet excès de cuivre dont tu parlais là tout à l'heure, est-ce que tu peux approfondir ce ratio zinc-cuivre ? Oui, alors, si on les met en ratio, c'est parce qu'ils sont ennemis, c'est parce qu'ils sont antagonistes. Et donc, quand l'un
s'accumule, l'autre décline, par effet de ratio. C'est comme le ratio estrogène-progestérone. Même si la progestérone est OK, mais qu'il y a trop d'estrogène, de ce fait, il n'y a pas assez de progestérone. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand le cuivre s'accumule, ce qui est très fréquent, on vient de l'évoquer, bien naturellement, le zinc est en déclin, en fait, relativement parlant. Et on a vu, du coup, l'impact de l'excès du cuivre dans les affections mentales et l'anxiété. Donc, il semble naturel de penser qu'effectivement, plus il y a de cuivre, moins il y a de zinc et plus ça contribue aux troubles anxieux. Mais parfois, c'est pas du tout une carence en zinc, c'est juste un problème d'accumulation de cuivre en excès. Et donc, dans ce cas-là, ça va servir à rien d'aller se complémenter en zinc, par exemple? Non, il faut s'occuper du cuivre, pas du zinc. Sans faire un cours HTMA, je sais que tu proposes ça, on va en parler à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres ratios qui, selon toi, sont importants? Absolument. Moi, il y en a un que je ne manque jamais de regarder avec grande attention. C'est peut-être mon ratio préféré. C'est le ratio calcium versus potassium. Ce ratio, il nous indique si nos hormones thyroïdiennes rentrent dans nos cellules. En fait, nos hormones thyroïdiennes, on les produit au niveau de la thyroïde, dans la gorge, et ensuite elles sont délivrées dans le sang. C'est ça qu'on teste via prise de sang quand on veut savoir si notre thyroïde fonctionne. Sauf que comme les minéraux, tant que c'est dans le sang, les hormones thyroïdiennes, ça sert à rien. Pour que ça serve à quelque chose, il faut que ça rentre dans les cellules. Et ce ratio nous explique si ça rentre ou pas. En fait, le calcium, ça bloque l'entrée des hormones thyroïdiennes dans les cellules, alors que le potassium, ça fait l'inverse. Ça ouvre la porte des cellules aux hormones thyroïdiennes. Donc s'il y a trop de calcium par rapport au potassium, les hormones thyroïdiennes, elles ont beau être là, ça rentre pas. Et si ça rentre pas, on peut se retrouver avec plein de symptômes d'hypothyroïdie, mais sans hypothyroïdie, parce que la thyroïde, il n'y a pas de souci. Parfois il y a des soucis, mais si elle va bien, tout va bien dans le sang. Mais c'est juste que ça bloque au niveau cellulaire, et on peut se retrouver avec des règles hémorragiques, avec des règles qui n'existent pas d'ailleurs, de l'aménorrhée, une chute de cheveux, de la constipation, une frilosité, les extrémités froides, un rythme cardiaque ralenti, une mauvaise humeur, ou de l'anxiété, bad mood, etc., qui font partie des symptômes assez classiques d'hypothyroïdie. Et comme ces symptômes, ils sont quand même hyper nombreux, et je ne les ai pas tous cités, et que très souvent, en fait, on analyse la thyroïde, on pense que tout va bien, alors qu'il y a des symptômes d'hypothyroïdie, je trouve que ce ratio est extrêmement éclairant, parce que du coup, on peut trouver enfin une explication logique à tous ces symptômes d'hypothyroïdie sans hypothyroïdie. Et d'ailleurs, c'est particulièrement intéressant aussi chez les personnes qui ont eu un diagnostic d'hypothyroïdie. Donc pour le coup, la thyroïde ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes, mais qui prennent un traitement contre l'hypothyroïdie et qui ne voient aucune amélioration. Le traitement contre l'hypothyroïdie, ce sont des hormones thyroïdiennes de synthèse qui remplacent celles qu'on ne produit pas assez. Mais pour qu'elles agissent, elles aussi, ces hormones de traitement, elles doivent rentrer dans les cellules. Et si ce ratio est déséquilibré, que ce soit nos hormones naturelles ou celles du traitement, ça va pas marcher et du coup on va pas voir d'amélioration sur nos symptômes. Donc ce ratio il est hyper intéressant, d'autant plus que forcément je m'occupe des hormones, donc c'est quelque chose qui est déréglé chez quasiment toutes les personnes que je suis, quoi. Ouais, tellement important, parce que quelle frustration de faire tout ça ou de se sentir tellement mal et qu'on te dise tout va bien sur la prise de sang. Ouais, c'est clair. On a envie de voir des choses qui vont pas, quoi. De manière un peu contre-intuitive, mais effectivement. En rappelant aux personnes qui nous écoutent que c'est fortement recommandé de consulter quelqu'un qui sait lire ce test pour qu'elles aient une idée. Mais justement, pour que ces personnes elles aient une idée de est-ce que je dois aller voir quelqu'un, justement, c'est quoi les symptômes que tu vois souvent, je vais dire systématiquement, mais on va dire souvent, qui sont associés à un déséquilibre dans les minéraux? Réponse qui va être très non satisfaisante parce que en fait tout et n'importe quoi. Alors moi forcément j'ai un échantillon de personnes qui viennent me voir avec des soucis hormonaux, donc je pourrais te dire endométriose, syndrome d'ovaire polycystique, syndrome prémenstruel, etc. Mais en réalité ça peut être tout et n'importe quoi, hormonal ou pas hormonal, parce que encore une fois les minéraux c'est la base de tout. Donc en fonction de nos susceptibilités, des carences qu'on peut avoir, de notre capital génétique, ça va s'exprimer d'une manière plutôt que d'une autre. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et j'ai envie de dire, même si on est en bonne santé, ça fait partie des tests que en fait, j'encouragerais de manière annuelle. Tu vois, il y a des gens, chaque année, ils vont faire une prise de sang. En fait, pourquoi pas faire aussi un test de cheveux, justement, pour avoir une idée plus spécifique de ce qui se passe au niveau du statut nutritionnel, même si on n'a pas forcément de symptômes problématiques, parce qu'encore une fois,
Voilà, c'est un peu le point de départ de tout. En tout cas, pour ce qui intéresse les gens qui nous écoutent spécifiquement, parce que j'imagine que s'ils te suivent, c'est qu'il y a peut-être un petit peu d'anxiété par là, mais effectivement, en cas d'anxiété, c'est vraiment le point de départ. Il y a toujours des choses qui expliquent l'anxiété. Ça ne veut pas dire que ça vient que de là, que des déséquilibres entre minéraux, mais encore une fois, il faut commencer par là, quoi. Et effectivement, quoi qu'il en soit, un HTMS, ça se lit pas tout seul. Ça paraît tout simple à lire. On voit, en fait, c'est sous forme de cadran où, tiens, tel minéral, il est dans les normes de référence ou pas. Mais en réalité, il y a plein de petites subtilités, plein de choses qu'on ne voit pas noir sur blanc et plein de choses qui apparaissent d'une certaine manière, mais qu'on ne peut pas lire comme ils apparaissent. Encore une fois, il y a toute cette synergie entre minéraux et du coup, il faut être un peu rompu à l'exercice pour voir un petit peu pourquoi tel minéral est élevé. Parfois, on a la réponse en fait dans la suite du test, simplement quand on a un œil un petit peu profane sur le test, on ne le voit pas. Donc, pour en tirer le meilleur, pour pas faire d'erreur aussi, faites-vous accompagner par quelqu'un qui sait comment faire. Et moi, j'adore comment tu pratiques parce que tu expliques vraiment à la personne. Tiens, là, tu vois ça, mais ça veut pas dire... Donc, c'est génial. C'est vraiment génial. Je pense que c'est tellement important aujourd'hui de nourrir ce cortex préfrontal. Mais voilà, c'est clair. Surtout quand ça fait des années qu'on a des symptômes, qu'on comprend pas et que tout va bien sur les prises de sang. En fait, on veut comprendre pourquoi. Et je trouve ça hyper intéressant d'impliquer la cliente dans ce processus du pourquoi et du comment. Et en fait, ça les motive tellement à faire tout ce que je leur propose par la suite que, franchement, c'est super. Parfois, j'ai l'impression de parler chinois à mes clientes en disant, forcément, quand on fait pas de la nutrition, son métier, ça peut être beaucoup d'informations et difficile à digérer, mais l'idée, c'est pas forcément de tout retenir. L'idée, c'est de voir noir sur blanc que, enfin, je peux avoir des réponses et du coup, ce serait trop dommage de pas s'atteler à ce qu'on a vu sur le test, quoi. Donc, pour terminer et aller dans les choses un peu concrètes, comment ça se passe quand une personne, elle fait ce test avec toi ? On doit récolter ses cheveux ? On les envoie à l'autre bout du monde, comment c'est ? C'est à peu près ça. En gros, il faut se couper une mèche de cheveux à la racine. Alors, ne vous inquiétez pas, ce sont des cheveux derrière. Vraiment, ça va pas se voir et c'est une petite mèche. Mais bon, ça fait toujours bizarre. Et moi, je sais que quand on vient me voir pour chute de cheveux, clairement, on n'a pas trop envie de le faire. Mais bon, c'est une petite mèche de cheveux et ça repousse. Et voilà, et on l'envoie par la poste dans une petite enveloppe, tout simplement, au labo. Alors, il y a des labos aux US, il y a des labos au UK. À ma connaissance, il n'y en a pas encore en France, mais sait-on jamais, à l'avenir. Et après, le labo nous envoie les résultats et c'est aux praticiens d'en faire sens, tout simplement. Et on aimerait qu'il y ait tellement plus de praticiens formés à ça. Tu t'y emploies ? Oui. Dis-nous un peu. Absolument. Absolument, en fait, avec une collègue, si je puis dire, Ryan Palagi, qui a étudié dans la même structure que moi au Royaume-Uni. On a proposé à l'automne dernier quelques petits zooms pour transmettre en fait à des professionnels de nutrition notre expérience sur ce test. Et on envisage de proposer ça à nouveau dans quelques mois parce qu'il y a beaucoup de demandes et et pour cause. Tellement intéressant, ça débloque tellement de choses ce test. Et en plus, c'est un test relativement abordable. Hein, c'est, si je dis pas de bêtises, une 60aine d'euros. Donc par rapport à plein d'autres tests, c'est abordable. Donc voilà, on va certainement le reproposer. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà. Ouais, c'est vraiment... vraiment abordable. Enfin, je veux vraiment insister là-dessus parce que les tests fonctionnels, ça coûte cher. Je sais qu'en France, on a l'habitude que la santé soit gratuite, mais le test HTMA, c'est vraiment pas cher. Croyez-moi, j'ai fait d'autres tests fonctionnels. Le test HTMA, c'est pas cher du tout. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire. Et moi, je dirais même, ça vaut le coup de le faire tous les 6 mois, quoi. Enfin, c'est juste... C'est clair. C'est hyper utile et nécessaire et fondationnel ce test HTMA, donc merci infiniment Marion. Donc les praticiens, vous allez proposer cette formation avec Ryan d'ici quelques semaines, quelques mois, en tout cas tu le partageras sur les réseaux j'imagine et sur tes moyens de communication. Et les personnes qui sont pas praticiens de santé, si elles veulent travailler avec toi, ça se passe comment ? marionnutrition.com, tout est indiqué.
onglet service. En gros, je propose des consultations. Pour commencer à travailler avec moi, il faut s'engager sur 3 consultations parce que j'essaye de creuser un petit peu beaucoup. Donc forcément, c'est une démarche qui prend du temps. Si on fait effectivement ce test ensemble, eh bien, il faut que je le décortique et ça met certainement plusieurs mois pour agir sur ce qu'on a vu sur les résultats. Donc voilà, c'est un engagement des deux côtés. 2-3 consultations sur une période de 6 mois et toutes les informations sur mon site et tout est détaillé ici. Je propose un petit appel découverte pour être sûr qu'on ait un bon match et que je peux vous aider et que je suis la bonne personne pour vous. Et après, c'est parti. Donc voilà, tout est sur mon site. La philosophie, c'est des philosophies très parallèles. La nutrithérapie, ça doit devenir un mode de vie presque. Enfin, moi, j'ai l'intention d'en faire un mode de vie après l'accompagnement avec toi. Oui. C'est pareil pour le système nerveux, donc c'est important effectivement de se dire, voilà, est-ce que je veux vraiment faire ça Et de checker avec soi-même cet engagement à guérir qui est tellement important. Je sais que je crois que tu poses la question, hein. Est-ce que tu penses que tu peux guérir? C'est une des questions? Non, oui. Oui, exactement. J'oublie de la poser parfois, mais je m'en mords toujours les doigts parce que, en fait, c'est une question qui a tout son sens. Et parfois, quand on pense qu'on a des soucis de santé, le réflexe après le médecin, c'est qu'est-ce que je mange? Et c'est très bien et c'est la fondation. Mais souvent, on a l'impression que je peux faire 2-3 semaines, 2-3 mois en mangeant ci, ça, en prenant tel complément alimentaire. Puis après, en fait, je peux recommencer à faire ce que je faisais auparavant qui m'a rendu malade. Mais pas du tout. Effectivement, il faut faire un mode de vie sur le long terme. Et puis, il y a plein de gens aussi qui vont beaucoup mieux, qui n'ont plus de symptômes au bout d'un certain moment. Et puis, qui reviennent me voir avec d'autres problèmes, je sais pas, 1 an, 2 ans plus tard, en me disant, ça n'a pas marché, je vais à nouveau moins bien. Mais en réalité, la santé, c'est un processus évolutif. Et voilà, il y a forcément toujours des trucs qui vont peut-être ne pas aller dans notre vie et c'est pas parce qu'on a réussi à aller mieux une fois que c'est fini pour la vie. Donc c'est un engagement et c'est un bel engagement de respect de soi, je trouve, et une belle leçon d'humilité quand on retrouve des petits soucis. Et même en tant que praticien, faut pas croire, on a l'impression qu'on a tout guéri, tout va mieux, etc. On a la solution à tout, mais nous-mêmes, en fait, on fait ce parcours avec vous, on est comme vous, et puis c'est comme ça qu'on apprend aussi et qu'on peut mieux vous aider. Donc ouais, c'est super important. C'est quelque chose que je dis souvent, moi, aux personnes que j'accompagne dans mon programme. Je leur dis, comment tu le ferais si tu devais le faire pendant les 10 prochaines années? Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes aussi qui arrivent dans mes programmes et qui disent « Je veux le faire en 4 mois, let's go !» Et je m'applique à répéter encore et encore. Ça va prendre des mois, ça va prendre des années pour certains et certaines d'entre nous. Pour la plupart d'entre nous, la guérison du trauma, elle prend des années. Donc, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu ferais les choses si tu devais les faire pendant les 3, 4, 5, 10 prochaines années à venir? Et souvent, la réponse, elle est un peu différente de comment est-ce qu'on le faisait maintenant. On est parti en mode sprint et puis après, on trouve un rythme de croisière qui est un petit peu plus durable et c'est important. Ouais. Merci infiniment, Marion. Merci à toi. Pour tes éclairages qui aideront énormément de personnes, je pense. N'hésitez pas à écrire à Marion et à vous faire accompagner par elle surtout. Merci infiniment et je vous dis à très vite à nouveau au micro de Pas de soucis.